Bonjour Adrien Quatennens, merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous Bonjour. êtes coordinateur de la France Insoumise, député du Nord, candidat d'ailleurs à votre réélection les 12 et 19 juin prochains. J'allais dire vous avez des petits yeux, non, mais enfin vous avez peu dormi parce que vous faites partie du paquet des négociateurs. C'est vrai que LFI est au centre de l'actualité politique en tentant de construire cette coalition de partis. C'est déjà topé pour l'essentiel avec les écologistes. Vous discutez maintenant, entre autres, avec le PS et le Parti communiste. Avec le PS, qu'est-ce qui coince à ce stade? Bon, d'abord, permettez-moi de dire ce que nous souhaitons faire pour que ce soit bien clair. Parce que nous ne sommes pas candidats à un simple accord électoral de répartition opportuniste de postes ou que sais-je. Ce n'est pas ça ce que nous faisons. Ce que nous proposons, c'est une offre de partage stratégique et programmatique. Plus que les états-majors politiques, Elisabeth Martichoux, ce qui est en cause, ce sont les millions de femmes et d'hommes qui, au mois d'avril, ont voté pour, par exemple, l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, pour la planification écologique, qui peut-être pouvaient considérer que, comme l'élection présidentielle n'a rien réglé de tout ça, c'était terminé. Vous avez perdu, vous l'avez perdu, l'élection présidentielle. De fait, mais si vous voulez, ce qui s'est produit, c'est l'apparition d'un paysage politique en 3 blocs. Un bloc ultralibéral avec M. Macron, un bloc d'extrême droite avec Mme Le Pen, et ce troisième bloc, on peut appeler le pôle populaire, qui a vocation donc à s'élargir, dans des institutions qui, elles, en réalité, provoquent la confrontation entre 2 blocs. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, pour commencer, c'est important, parce que sinon, oui, mais il faut politiser les affaires de discussion entre partis. Ça ne nous a pas échappé. Élisée, Premier ministre, c'est une formule géniale, et elle a percuté l'opinion. Ce que tout le monde comprend, en tout cas, c'est que cette élection présidentielle, ce second tour entre M. Macron et Mme Le Pen, a empêché les ruptures sociales, écologiques, démocratiques indispensables, que l'élection présidentielle n'a rien réglé. C'est le 3e tour. Voilà, exactement. Maintenant, cette négociation, encore une fois, c'est important, c'est en ce moment que ça se fait, et ce serait historique. Le mot a déjà été formulé par Emmanuel Bompard. Voilà. Donc, qu'est-ce qui coince avec les socialistes? Est-ce que vous avez la franchise de me répondre? C'est pas que ça coince, c'est que la discussion part de nécessairement plus loin. Tout le monde le voit, tout le monde se souvient, y compris de la campagne présidentielle, de sa tonalité. Nous, le pari qu'on a fait, c'est de dire, allez, on met l'amertume de côté. On fixe un cap qui est bâtir une majorité pour gouverner. On dit aux gens les 12 et 19 juin, si vous élisez une majorité issue de cette nouvelle union populaire, on pourra gouverner. Donc on veut vérifier. Sur quelle base et qu'est-ce qui coince? La base, c'est que par exemple, vous voyez, dans l'accord que nous avons avec les écologistes, avec Europe Écologie Les Verts, on a un programme de gouvernement partagé. Ce n'est pas quelques mesures, c'est un programme de gouvernement. C'est ça l'ambition, c'est de gouverner. Donc avec le Parti socialiste, la discussion, y compris sur le fond, eh bien, elle peut être parfois plus compliquée. Je pense, par exemple, parce que vous me demandez des points qui sont des points durs de la discussion, par exemple, cette question dont il y a beaucoup été, on a beaucoup parlé ces derniers jours dans les médias, sur la fameuse désobéissance au traité européen. Mais vous savez, Elisabeth Martichoux, c'est plus souvent de l'incompréhension, en réalité, que de véritables points de blocage, à mon avis. Parce que la désobéissance au traité européen, de quoi s'agit-il? Que ce soit bien clair ce matin sur votre antenne. Nous ne souhaitons pas, la France Insoumise. D'ailleurs, nous n'avons jamais souhaité sortir de l'Europe. Ça n'est pas le sujet. Vous n'assumez pas la sortie de l'Europe. Vous dites, pour qu'elle soit appliquée. On ne l'assume pas parce que ce n'est pas notre programme, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est écrit dans l'accord avec les écologistes. En revanche, ce que vous écrivez aussi dans cet accord, c'est que pour être en capacité d'appliquer notre programme et respecter le mandat que nous aurons donné les électeurs, il nous faudra dépasser ces blocages et être prêt à désobéir à certaines règles européennes, particulièrement économiques et budgétaires, comme le pacte de stabilité et de croissance, le droit de concurrence, les orientations agricoles, c'est-à-dire la PAC. Excusez du peu, c'est très important. Et ça, c'est textuellement l'Europe à la carte. Il s'agit de dire que non, c'est pas l'Europe à la carte. C'est quand ça me plaît, quand c'est conforme à mon programme, je prends. Elisabeth Martichoux, et quand c'est pas conforme, permettez-moi de l'expliquer, même si vous avez contribué à éclairer les choses, mais je vais compléter. J'ai lu votre texte, je vais compléter. En réalité, il est impossible de procéder à des ruptures sociales, écologiques indispensables en respectant à la lettre les actuels traités européens, qui imposent la concurrence libre et non faussée, qui imposent le pacte de stabilité budgétaire. Et vous voyez d'ailleurs que déjà, y compris dans un passé récent, la désobéissance, elle a déjà eu lieu, y compris d'un point de vue budgétaire, par la France. Ce que nous disons, pour bien le résumer... Il y a eu un accord des 27 pour déroger à la règle pendant la crise du Covid. Il y a eu un accord des 27. Alors, ça ne s'est pas fait comme ça. Sur ce point peut-être, mais supporter, Elisabeth Martichoux, qu'un certain nombre de pays désobéissent déjà. Alors,
Nous ne sommes pas d'accord. Ponctuellement, vous avez raison, le Portugal ici, l'Espagne et la France. Bien sûr, parfois, l'Espagne sur les prix de l'énergie, l'Allemagne par exemple désobéit sur la mise en concurrence des entreprises de l'eau potable. Bon voilà, donc il y a des sujets. En fait, pour le résumer pour les téléspectateurs qui nous écoutent, c'est assez simple. Si vous votez pour un programme ou qui procède d'un certain nombre de propositions, notamment par exemple la reconstitution d'un pôle public de l'énergie, si les traités européens nous empêchent, font blocage à ce que vous aurez décidé souverainement, alors le gouvernement que nous bâtirons ensemble lèvera ces blocages, voilà, alors, au cas par cas, tout simplement. C'est pas, si vous voulez, un objectif, la désobéissance. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si tous les pays européens, ils sont 27, viennent avec un certain nombre de dérogations qu'ils veulent obtenir, l'Allemagne dit moi je veux plus par exemple cette norme européenne, moi vous dites je veux plus de la PAC, je veux plus de celle-là, etc. Mais ça ne veut plus rien dire. Ça n'est plus une Europe. Il n'y a plus de solidarité européenne. Écoutez, c'est ça l'Europe à la carte. Mais c'est la sortie de l'Europe. Sauf qu'incontestablement, non. De facto, c'est la fin de l'Europe. Moi, je vais vous dire une chose, Elisabeth Martichoux. Si on laisse, écoutez-moi, si on laisse libre cours à l'Union européenne dans le cadre de ces traités tels qu'elle fonctionne aujourd'hui, qui impose la concurrence libre et non faussée, qu'avons-nous sous les yeux aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que l'Union européenne que nous avons sous les yeux aujourd'hui correspond à l'idéal européen tel qu'il a été vendu au départ, de coopération entre les peuples? Non mais attendez, parce que cette discussion est importante. Aujourd'hui, l'Union européenne que nous avons sous les yeux, sur certains aspects, c'est vrai, elle protège. D'ailleurs, nous précisons qu'il y a des points sur lesquels nous n'avons pas l'intention de revenir. Mais par contre, on est forcé de voir qu'aujourd'hui, c'est essentiellement un marché qui organise la concurrence libre et non faussée entre des pays dont on empêche l'harmonisation sociale et fiscale. Donc en fait, disons les choses simplement. C'est sur ce sujet nous ne voulons pas tout jeter, mais nous voulons en effet permettre une réorientation et dire que même si cette réorientation n'avait pas lieu, nous pensons que la France a un poids pour qu'elle ait lieu. Mais si elle n'a pas lieu, nous appliquerons notre programme. Vous avez l'honnêteté de dire ce matin que c'est sur ce sujet-là qu'avec le Parti socialiste, il est nécessaire encore de discuter. Bien sûr, et que les discussions doivent s'approfondir. Mais vous me dites, il faut qu'ils comprennent ce qu'on veut et qu'ils viennent sur nos positions. Ils ont mal compris, il faut qu'on s'explique. Elisabeth Martichoux, tout le monde a bien vu qu'à 2 reprises, lors de 2 élections présidentielles, c'est un programme de rupture qui a été mis en avant. On est obligé de le constater. Si demain, on faisait autre chose que ce qu'a été la courroie de transmission de ces 2 résultats, 2017-2022, Jean-Luc Mélenchon à 22%, alors on ne comprendrait pas l'état du pays et les aspirations populaires. C'est un rapport de force, c'est comme ça. Mais en tout cas, il y a une discussion. Vous dites aux socialistes, venez sur nos positions. Écoutez, on aurait pu dire, d'ailleurs, si on l'avait dit, vous nous auriez fait le reproche, on aurait pu dire à l'issue de la présidentielle, bon, notre score est tellement important que, après tout, pourquoi discuter avec les autres? Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Le choix que nous avons fait, malgré y compris la violence des propos qui ont été tenus contre Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne, c'est de dire, écoutez, on se hisse à la hauteur de l'histoire. Nous proposons de gouverner. Jean-Luc Mélenchon a résumé les choses, mais en fixant bien le cap. Il a dit, si vous votez pour une majorité de députés issus de cette nouvelle Union populaire, alors, c'est vrai, puisque c'est le bloc majoritaire qui envoie le Premier ministre à Matignon, Jean-Luc Mélenchon peut être Premier ministre. Ça veut donc dire, et tout le monde le comprend, c'est pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre pour faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon et le plaisir de s'installer à Matignon. Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ça veut dire c'est qu'on va gouverner, mais bien sûr. Vous avez combien de circonscriptions gagnables? Écoutez, déjà, vous avez fait des calculs parce que vous êtes des stratèges. Rien que l'Union populaire, les résultats de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle nous placent en tête dans plus d'une centaine de circonscriptions et en capacité d'être au second tour, entendez-moi, dans plus de 400. Et là, en plus, nous sommes en train d'essayer d'élargir ce pôle populaire. Nous l'avons fait avec Europe Écologie Les Verts. Des discussions ont lieu, elles reprendront aujourd'hui, dès ce matin, avec le Parti communiste et le Parti socialiste. C'est une chape, électorale très lourde. C'est très compliqué de faire cette transcription des résultats de la présidentielle sur les législatives. Avoir une majorité, ça va être très compliqué. C'est atteignable, franchement. Oui. Oui, vous n'allez pas me dire le contraire. Non, mais vous n'allez pas me dire le contraire. Je peux vous répondre? Oui. Non, mais juste pour en placer une et vous répondre. Ce serait rigolo que vous me disiez le contraire, remarquez. On pourrait dire, M. Macron a été élu, rentrons à la maison, restons dans nos canapés et ne faisons rien. Non, c'est moi qu'on peut dire, c'est pas ce que vous faites. Ce que nous disons, c'est que après le mois de juin, il n'y aura pas beaucoup d'autres occasions. Parce qu'après, on est dans une séquence où pendant 2 ans et demi, il n'y a plus d'élections. Donc si vous voulez manger la retraite à 65 ans, le projet socialement brutal et écologiquement irresponsable d'Emmanuel Macron, restez à la maison. En revanche, si vous voulez que ça change, c'est encore possible. Vous
savez, le slogan de campagne, c'était un autre monde est possible. Le slogan de la campagne législative, en plus de Mélenchon Premier ministre, c'est aussi un autre monde est encore possible. Oui, c'est 12 et 19. Un autre monde est encore possible. Moi, je pense que c'est plutôt habile de le dire. Ça consiste à dire aux gens, de fait, compte tenu du paysage politique issu de la présidentielle, et ne ratez pas l'occasion. Ces 12 et 19 juin, oui, vont fonctionner comme un troisième tour. Ne ratez pas l'occasion, il n'y en aura pas d'autres. Et on peut gouverner, voilà, et donc appliquer ce programme. La retraite, vous venez d'en parler, c'est intéressant. Vous, c'est la retraite à 60 ans, hein, l'âge légal à 60 ans. Le PS, il va venir sur votre position? Il était sur le statu quo comme les Verts, 62 ans. Hein. Je crois, oui. Je crois que, vous savez, je crois que globalement, on voit bien ce qui est en train de se passer au Parti socialiste. D'ailleurs, c'est l'une des difficultés, pas la nôtre, mais la leur. C'est qu'il y a une clarification en cours au sein du Parti socialiste. Nous avons discuté d'un certain nombre de points à partir desquels la discussion est possible. Et sans ces points-là, elle ne l'était pas. Un certain nombre de points du programme qui ont été absolument centraux dans la campagne présidentielle qu'on ne peut pas mettre de côté. Par exemple, celui que vous évoquez, la retraite à 60 ans. Une écrasante majorité des Français la souhaitent. C'est pas possible de faire une concession là-dessus. Où ils viennent sur votre position. Mais quelle concession voulez-vous que l'on fasse avec une position qui est majoritaire dans le pays? Je crois que l'un des derniers sondages, c'est 71% des Français qui souhaitent le rétablissement de la retraite à 60 ans, et ils ont ô combien raison. Oui, et je crois d'ailleurs qu'au Parti socialiste, certains, la plupart sans doute, l'entendent. Parce que, d'ailleurs, le Parti socialiste, en son temps, l'avait proposé, la retraite à 60 ans. Pourquoi est-ce qu'on propose la retraite à 60 ans? D'un mot, parce qu'il faut quand même le dire, un salarié français aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, à lui seul, produit 3 fois ce que produisait un salarié il y a 50 ans. Donc, la vérité, c'est donc qu'avec moins de travail humain, compte tenu de l'augmentation de la richesse produite, on peut financer plus de retraites. Quand M. Macron vous dit que la solution, c'est uniquement de travailler plus longtemps, en fait, ce qu'il dit, c'est son intention de ne pas mieux partager les richesses. On peut dire ça comme ça, c'est à prendre ou à laisser, ça vous va? Parce que vous dites, on a fait 22%, qu'effectivement, on ne peut pas se renier sur un sujet aussi important que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, avait mis en tête de son programme. Entendons-nous bien. Compte tenu, en effet, laissez-moi l'expliquer, compte tenu des rapports de force tirés de l'élection présidentielle, oui, c'est autour de la stratégie de l'Union populaire et autour de ce programme que se fait ce rassemblement. Mais ça n'est pas à prendre ou à laisser. On ne va pas demander au Parti socialiste, à Europe Écologie Les Verts ou au Parti communiste français d'avaler tout entier le programme L'Avenir en commun. Par contre, nous le mettons comme base de discussion. Mais il y a des points, mais évidemment, il y a des points sur lesquels nous ne pouvons pas revenir. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter. Est-ce que NPA sera dans la coalition? Écoutez, il y a une rencontre ce matin et nous allons discuter aussi avec eux. Notre ambition, vous l'avez compris, c'est large comme coalition. C'est de rassembler large. Du Parti révolutionnaire de Philippe Poutou, un parti de gouvernement qui était le Parti socialiste. Vous n'avez pas peur du claquage? Ça va même plus loin encore, puisque en réalité, là on parle beaucoup, c'est normal, des rencontres entre partis politiques. Mais la stratégie de l'Union populaire, Elisabeth Martichoux, c'est le rassemblement de toutes celles et ceux, femmes et hommes, quel qu'ait été leur parcours politique, quelles que soient leurs appartenances. Vous avez des gens qui sont membres de syndicats, d'associations, qui peuvent nous rejoindre aussi sur cette base. Rejoignez-nous. Et pour montrer le pas qu'il y a et cet élargissement, vous avez vu qu'on a trouvé un sigle, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Voilà. Et elle a encore vocation à s'élargir, en effet. Vous avez vu que les cadres du PS ruent dans les brancards. Ce matin, on va le voir, la une de Libération, un article de Libération. Jean-Christophe Cambadélis, Mélenchon ne peut unir ni les gauches, ni les Français. Il est favorable à l'union populaire de tous plutôt que tous derrière l'union populaire de Mélenchon. Il y a lui, il y a Stéphane Le Foll aussi qui multiplie les prises de parole. Il y a Carole Delga qui est présidente d'Occitanie, socialiste, qui a déjà investi des candidats. Ce matin, Dominique Versini qui dit « Je ne serai pas candidate aux législatives dans ce contexte ». Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Écoutez, très franchement, ce n'est pas notre problème. Ce que je veux vous dire, c'est qu'évidemment... Qu'est-ce que ça dit du Parti socialiste et de votre OPA, puisqu'on l'appelle comme ça, sur la gauche? Mais nous, vous savez, il n'y a pas d'OPA, il n'y a ni demande d'hégémonie, ni de dilution, ni d'absorption, quoi que ce soit. Ce n'est pas notre sujet. Quand vous observez ces réactions hostiles d'un certain nombre de, on va dire, des éléphants, tout à des cadres un peu historiques du Parti socialiste, elles se font d'abord... Vous dites, nous, on travaille avec un autre Parti socialiste que celui-là? Écoutez, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les délégations avec lesquelles nous discutons, même si je vous ai dit qu'il y a encore des points de discussion durs, je ne veux pas le cacher ce matin, c'est des délégations qui, vraisemblablement, font partie de ces gens qui n'ont sans doute pas envie de rester pieds et poings liés durablement à l'héritage de François Hollande, à la loi El Khomri et tout le reste, qui peut-être admettent, Elisabeth Martichoux, que la ligne du Parti socialiste de ces 15 dernières années les a mis sous la ligne de flottaison. Je veux dire, encore une fois,
à 2 élections présidentielles, un programme de rupture clair qui est mis très en avant, loin devant les autres, ça montre que c'est plutôt de ce côté que se joue l'avenir en France et pas du côté d'une social-démocratie qui s'accommoderait avec le système. Venez du côté de l'avenir. Voilà. On entend bien votre appel. Alors, c'est quoi l'objectif de calendrier maintenant ? Écoutez, je pense qu'il faut que ça aille. Maintenant, je pense qu'il faut que ça aille vite. Voilà, mais on a plus tout ça le veut temps. Dire quoi Vite, c'est aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, alors demain, le 3 grand maximum. mai 2022. En plus, il y a une symbolique. Voilà. C'est que le 3 mai, c'est la date anniversaire de la victoire du Front populaire qui a permis beaucoup de succès, les congés payés, tout le reste. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif. Je crois. Ferme. Je crois. Aujourd'hui, demain, mais vraiment dans les prochaines heures. Parce que maintenant, bon, voilà, on est sympathique, hein, on a ouvert la discussion très largement, on vérifie les points d'accord. J'ai bien dit que ce que nous voulons faire était ambitieux. C'est plus ambitieux que si on se retrouvait autour d'une table en disant, allez, on met nos désaccords sous le tapis, on s'en fiche, on trempera les gens sur la marchandise et puis on s'accorde. Non, c'est pas ça le sujet. Mais oui, maintenant, il faut que ça accélère. En toute hypothèse, ce week-end, le samedi 7 mai, nous allons avoir un événement de présentation de nos candidats. On aura l'occasion d'en et donc, parler. il faut qu'on puisse avancer là-dessus. Maintenant, ça a duré, je pense. J'ai quelques questions encore. Je vous demande d'être assez rapide. Ce programme que vous êtes en train de construire, il sera appliqué en cas de majorité à l'Assemblée de l'Union populaire. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera un programme aussi législatif. Les différents partis devront suivre ce programme où chacun retrouvera sa liberté de vote. C'est l'idée. L'idée, ça n'est pas de faire un coup opportuniste et puis le 19 juin, une fois que tout le monde a ramassé ses députés, hop, on oublie tout ce qu'on s'est dit. C'est pas ça l'idée. C'est pour ça que c'est plus ambitieux qu'un simple accord électoral. Comment ça se matérialisera concrètement ? D'abord, pour celles et ceux qui entrent dans cet accord, rapide, hein. On va faire un parlement de campagne qui représentera tout le monde et toutes celles et ceux qui voudront y être. Ensuite, concrètement, comment ça fonctionnera à l'Assemblée ? Je veux le dire, et ça aussi c'est important, y compris pour que ça soit entendu. Ouais. Notre proposition, elle revient en réalité à proposer à tous ces groupes politiques d'avoir un groupe autonome à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y aurait un groupe écologiste, il y aurait un groupe communiste, un groupe socialiste, un groupe insoumis, mais que nous pourrions toutes et tous nous retrouver dans le cadre de ce qu'on va appeler un intergroupe parlementaire. Si nous sommes majoritaires, il s'agira de soutenir la politique du gouvernement. Si nous sommes dans l'opposition, ce que je ne souhaite pas, parce que j'aimerais qu'on soit majoritaire, vous l'avez compris, eh bien de conduire en effet l'opposition à Emmanuel Macron. Alors, j'espère que je ne serai pas traitée de hyène pour vous avoir posé une question sur Taha Bouafs, comme ce fut le cas la semaine dernière d'un de mes confrères face à Alexis Corbière. La semaine dernière, interrogé sur l'investiture, je crois, dans le Rhône, à Vénissieux, de Taha Bouafs, un journaliste par LFI, vous aviez dit ne pas connaître son pédigré, en dehors du fait qu'il était un journaliste talentueux. Je connais Taha Bouafs, je ne connaissais pas le détail des affaires. Est-ce que vous êtes renseigné depuis ? Oui, bien sûr. Et je sais que notamment Taha Bouafs a fait appel de cette décision de justice. Et je veux dire... Une décision de justice, rappelez-nous la nature de la condamnation. Dites-moi le titre exact parce que je risquerais de faire une erreur. Bon, incitation à la haine. Bon. En tout cas, pourquoi il avait été condamné ? Vous avez regardé aussi ? Parce qu'il avait fait un tweet regrettable, je le dis, où il avait qualifié une policière d'arabe de service, c'est-à-dire, voilà, mais je veux dire... je pourrais prendre un exemple qui m'est revenu. Oui. Qu'on reçoit régulièrement, c'est un porte-parole de la police, qu'il avait traité d'arabe de service, il a été condamné. Ma question, c'est est-ce que ça ne vous gêne pas ? Est-ce que c'est digne de figurer sur une liste laissez-moi vous répondre. Insoumise ? Je crois que cette expression est malheureuse. De la même manière que, par exemple, quand Yannick Jadot, pendant la campagne présidentielle, avait qualifié Éric Zemmour de juif de service, je crois que le débat politique peut se passer de ce genre de qualification. Je pourrais vous dire que... il a été condamné. Oui, et il a fait appel. Non, mais laissez-moi vous répondre. Condamné. Ok, bon. Donc, en fait, je ne vous réponds pas. Non. Vous faites le procès de Taha Bouafs, on ne peut pas discuter. Laissez-moi vous répondre, Martichoux. Il a été condamné, il fait appel. Madame Martichoux, je pourrais vous dire, mais vous n'êtes plus Charlie. Parce que vous vous souvenez qu'à la fin des années 90, à Charlie Hebdo, je crois que c'est Cabu, qui avait parlé également d'arabe de service à propos d'une élue du Front National. Donc, si vous voulez, on peut s'envoyer comme ça des petites phrases qui ont été envoyées sur Twitter il y a quelques années. La vérité, c'est quoi ? Non, mais la clarification, elle est là. Taha Bouafs, écoutez-moi. Taha Bouafs n'est pas... Écoutez-moi. Ne m'engueulez pas. Vous posez des questions, laissez-moi vous répondre. Alors, allez-y. Ou alors, sinon, vous faites son procès. Ne différez pas. Répondez sur Taha Bouafs. Taha Bouafs n'est pas raciste, d'accord ? Taha Bouafs est un militant antiraciste. Taha Bouafs est un militant des quartiers populaires,
dont peut-être la forme et le mode d'expression ne plaît pas à certaines belles personnes qui se chargent, dès lors que des gens des quartiers populaires peuvent être en capacité de faire de la politique, de faire ce qu'il faut pour essayer de les contrer. En attendant, Taha Bouaf, vous pourriez le dire aussi, c'est à lui qu'on doit, par exemple, la révélation de l'affaire Benalla. Mais écoutez-moi, je ne renverse pas la charge. Laissez-moi poser des questions, ne renversez pas la charge. Laissez-moi vous répondre. Vous dites que ce sont des racistes qui épinglent Taha Bouaf. C'est du racisme. J'ai dit ça, je vous ai parlé. D'une certaine façon, puisque vous mettez en avant. Là, vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit. Alors, laissez-moi parler. Posez-moi des questions, je vous réponds, mais quand je vous réponds, écoutez mes réponses. Jean-Luc Mélenchon a toujours été, à juste titre, mais droit debout sur l'inéligibilité nécessaire pour toute personne dans le personnel politique qui serait condamné. À ce stade, il fait appel, mais il est condamné. Et vous devriez attendre, compte tenu de ce principe, que l'appel ait eu lieu pour l'investir ou pour lui donner une responsabilité électorale. Puisqu'il fait appel, s'il est débouté... après, si c'est confirmé, il devra rendre son mandat, il aura été élu. Elisabeth Martichoux, entendez-moi. Je ne supporte pas... Ça ne vous gêne pas qu'il insulte les policiers? Ça vous gêne que je vous réponde ou pas? Non, c'est vous qui êtes gêné de me répondre, c'est autre chose. Vous voulez que je vous réponde ou vous ne le voulez pas? Allez-y. Je redis que cette expression était malheureuse, je crois qu'il l'a lui-même reconnu. Je vous redis que dans le débat politique... Non, mais laisse-moi parler, Madame Martichoux. Vous n'avez pas fait le même procès à d'autres quand ils ont utilisé les mêmes expressions malheureuses. Je vous redis, écoutez-moi, que on peut faire l'économie de ce genre de phrases dans le débat politique, c'est une évidence, et que c'est regrettable. Pour autant, je vois et je dis qu'il y a une cabale montée, notamment contre Taha Bouaf, parce que c'est un militant politique à qui nous devons, par exemple, laissez-moi le dire, l'alerte sur ce qui avait été fait par Alexandre Benalla, place de la Contrescarpe, c'est lui qui a filmé les images. Taha Bouaf, à de multiples reprises, a été un lanceur d'alerte et que sa parole gêne beaucoup. Et oui, peut-être c'est un militant dont la parole n'est pas calibrée comme celles et ceux qui sont nos adversaires souhaiteraient qu'elle le soit. Mais pour autant, c'est un honneur aussi d'avoir des militants des quartiers populaires qui viennent participer aux élections. Il avait aussi propagé une fausse rumeur selon laquelle un étudiant, vous vous rappelez, était mort sous les coups de la police en 2018. Madame pour sa défense, laissez-moi finir, pour sa défense, il avait dit « Je n'étais pas encore journaliste, je ne pensais pas que j'allais le devenir, sous-entendu, je pouvais accuser sans preuve. » Ça fait beaucoup quand même. Moi, ce que je peux dire, ça fait beaucoup. Et par ailleurs, c'est une condamnation. Le seuil de tolérance est quand même pas le même selon qu'on parle de militants des quartiers populaires et donc des gens qui s'appellent Taha Bouaf, vous sous-entendez quoi? Des ministres qui ont des affaires, des accusations derrière eux. Vous sous-entendez quoi? Je sous-entends, et je le dis, d'ailleurs je ne sous-entends pas, j'affirme que quand on s'appelle Taha Bouaf et qu'on dit des choses qui dérangent, eh bien le seuil de tolérance est beaucoup plus faible que quand on s'appelle, des ministres qu'on connaît. Pourquoi? Écoutez, parce que visiblement, je le dis, quand on est militant des quartiers populaires, certains considèrent qu'on n'a pas le droit de citer dans la vie politique. Ce n'est pas notre avis. Voilà. Après, si vous voulez qu'on passe 10 minutes d'interview politique à exhumer les tweets anciens de certains membres de la majorité, etc., vous allez en trouver des belles casseroles aussi. Voilà. Personne n'est parfait, Elisabeth Martichoux. Non, mais ne faites pas le procès aux journalistes de, entre guillemets, s'acharner sur un profil. On le fait à chaque fois qu'une personne est condamnée. Vous n'aurez pas le mot de la fin avec moi sur ce sujet. Ce que je vous dis, c'est que oui, le seuil de tolérance n'est pas le même selon qu'on s'appelle Taha Bouaf ou qu'on s'appelle autrement. C'est très clair. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Adrien Quatennens. Bon courage pour les négociations à suivre. On y retourne. On suit ça, bien sûr, sur LCI toute la journée. Quel est le temps de ce mardi, donc 3 mai